Aujourd'hui, on va parler des mouvements oscillants, des mouvements périodiques. Il y a plein de phénomènes en physique qui sont périodiques. Périodique, ça veut dire qu'ils reviennent à un intervalle régulier. Par exemple, une onde sur le lac, eh bien, c'est un mouvement de haut en bas qui ensuite se répète. Non, c'est le début de l'automne et les feuilles des arbres deviennent un peu rouge-orange. Et ça, c'est un phénomène qui revient chaque année. Donc, il y a une certaine période et la période, c'est une année. Ce mouvement en physique, on appelle un mouvement périodique. Et donc il a une période. Et cette période, c'est le temps pour faire un aller-retour. Il y a plusieurs choix. Soit on peut le prendre depuis ici jusqu'à ici. Donc c'est le temps qui commence maintenant jusqu'à maintenant. Ou bien je peux regarder quand il passe là. Et donc ce sera maintenant. Maintenant. C'est-à-dire maintenant jusqu'à maintenant. Je ne dois pas regarder quand elle passe une fois ici et quand elle repasse ici, parce que c'est pas le même mouvement de passer dans ce sens-là que de passer dans ce sens-là. Je vais essayer d'en faire un. Alors, 3, 2, 1, top, top. Ok, je sais pas si on voit, mais j'ai 1 seconde 20. Ou quelque chose. Peut-être, 1 seconde 20. Ok. Donc ça c'est ma période, c'est 1 seconde 20. Et si je pourrais répéter l'expérience, je retrouverais peut-être 1 seconde 20. Mais la question c'est de quoi dépend cette période? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que ça dépend de la masse? Si maintenant je mets une masse plus petite, comme celle-ci, est-ce que j'aurai la même période ou pas? Est-ce que si je commence mon mouvement ici, j'aurai la même période que là, ou là? Ok. Ou quand j'ai demandé, les étudiants m'ont dit ça peut peut-être dépendre aussi de la longueur de la ficelle. Si je raccourcis la ficelle comme ceci, est-ce que mon mouvement et ma période va être plus rapide ou plus lente? Voilà, donc il y a 3 hypothèses. Ces hypothèses, c'est que cette période dépend de la masse, cette période dépend de l'angle de lâcher, et cette période dépend de la longueur de la ficelle. Alors, pour être plus précis, ce que je vais faire, c'est que je vais non pas cliquer un tour, un lap, chaque fois que ma masse revient ici, mais je vais compter 4 fois. Et ensuite, je vais diviser le temps que je vais trouver par 4, ce qui sera le temps pour une seule période. 1, 2, 3, 4. J'ai ici les résultats de la mesure. Ça c'est ma mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et là c'est la période correspondante. Qu'est-ce que je peux faire avec ces nombres? Eh bien déjà je peux calculer des moyennes. Donc si je fais la moyenne de tous ces nombres là, j'obtiens un 43. Et ce que je peux faire aussi c'est de calculer une incertitude. La période que je déduis de ces mesures là, c'est 1.43 plus ou moins 0,02 secondes, c'est des secondes. La suite, c'est de représenter ça sous forme d'un graphique parce que je peux bien me représenter ce qu'est cette moyenne-là et c'est 0.02 secondes, plus ou moins 0,02 secondes, sous la forme d'un graphique. Si je fais ça, j'obtiens ce graphique-là. Vous avez ici la mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et les points. Le premier point, c'est 1.41, 1.45 et vous avez ici la moyenne qui est à 1.43. Donc la période, c'est 1.43 plus ou moins 0,2. Alors comment on peut se représenter ce 0,02 secondes? Eh bien pour le voir, zoomons un petit peu ici parce que je peux toujours zoomer sur cet axe-là. Au lieu d'être entre 0 et 3 secondes ici, je peux être entre 1.4 et 1.5. Et si je suis entre 1.4 et 1.5, 1.4 et 1.5, et j'obtiens ma moyenne ici et cet écart type c'est plus ou moins 0,02.
Voilà, c'est l'incertitude que j'ai ici. Ma moyenne plus 0,02 et ma moyenne moins 0,02, ça me donne une largeur ici. Et mon expérience avec sa précision ne me permet pas d'être suffisamment précis pour dire que c'est exactement 1.43, mais je navigue entre 1.43, 1.44, 1.45, 1.43, 1.42, 1.41, donc entre 1.41 et 1.45 ici. Alors maintenant, je vais changer l'angle de départ. Et si je regarde mes résultats qui sont là, eh bien j'obtiens ce graphique-là et ce graphique-là. Et ici, pour un petit angle, j'ai 1,43 plus ou moins 0,02. J'espère qu'on voit. Et ici, j'ai 1,44 plus ou moins 0,02. Donc 1,43 plus ou moins 0,02, ça veut dire que je vais de 1,41 jusqu'à 1,45. Et ici, je vais de 1,42 jusqu'à 1,46. Et vous voyez qu'il y a des plages communes, par exemple 1,44 ou 1,43. C'est des valeurs qui sont communes entre les deux. Je ne peux pas dire qu'il y a une différence significative sur mon lâcher. Si je lâche avec un petit angle, eh bien, j'ai une période de 1,43 ou 1,44. Et si je lâche avec un grand angle, j'ai aussi une période de 1,43 à 1,44. Si je prends un tout petit angle, le pendule va aller assez lentement, mais il va faire 1 seconde 43 à peu près pour revenir. Et si je prends un grand angle, eh bien, le pendule va faire un grand mouvement ici, mais il va le faire plus vite. Et la période est aussi de 1,43 secondes. Ce qui peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. Maintenant, on va changer de masse. Je vais prendre une petite masse. Donc, je garde la longueur de la ficelle. Et je vais prendre une petite masse de 10 grammes, alors que celle-ci, elle avait 100 grammes. Donc, une masse 10 fois plus petite. Et je vais retester la période de ce système-là. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Ici, j'ai pris une masse de 100, une masse de 10, une masse de 200 ici, une masse de 2 ici. Et je calcule encore la période. Et j'ai toujours ici 1,43, 1,45, 1,44, 1,42 avec des marges de 0,02, 0,02, 0,03 et 0,03 ici. Et encore une fois, je ne peux pas conclure qu'il y a une différence, ce qui veut dire que cette expérience-là ne dépend pas de la masse. Et donc, il reste une troisième hypothèse à tester, et cette troisième hypothèse, c'est celle de la longueur de la ficelle. Donc je calcule la dépendance à l'angle, la dépendance à la masse, et maintenant je vais prendre ma masse de 100 grammes, par exemple, ici, et puis je vais modifier la longueur de la ficelle. « 39,8 » La question qui s'est posée avec ma classe, c'est d'où à où je mesure. Alors, ce point, c'est donc le point du centre de rotation, et il faut prendre le début de la ficelle ici au centre de rotation. Donc le centre de rotation, c'est le point autour duquel tourne la corde, et le point autour duquel tourne la corde, il est au milieu de la boucle ici. Donc je vais prendre ici. Et puis la question, c'est jusqu'où aller, et la plupart des groupes ont été jusque là. En fait, il ne faut pas aller jusque là, parce que si cette masse elle oscille ici, c'est à cause de la gravitation. Et la gravitation, quand on a un objet compliqué, avec une forme compliquée comme ça, si on a une masse avec un crochet ici, eh bien, ça va être le centre de gravité de cette masse-là. Et on peut estimer que le centre de gravité de cette masse-là, c'est à peu près le milieu de la masse ici. Alors, vous voyez dans ce graphique-là que j'ai une ficelle de 52 cm et ici une de 20 cm. Cette fois, toujours avec une masse de 100 grammes, à peu près le même angle de lâcher. De toute façon, ça ne dépend pas de la masse ni de l'angle de lâcher. Et ici, j'ai une période de 1,43, alors qu'ici, j'ai 0,89 plus ou moins 0,02. Donc, il y a une différence qui, cette fois, est significative entre 1,43 et 0,89 ici. Ce qui veut dire que la période dépend bel et bien de la longueur. Et donc j'ai raccourci mes longueurs de plus en plus pour obtenir plein de petits graphiques. Le premier graphique ici de 52 cm, ici 39,8, 30,5, 20, 12 et 8,2. Et vous voyez que la période diminue à chaque fois. Voilà. Certainement que cette représentation avec plein de graphiques n'est pas très bonne. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est de représenter la période en fonction de la longueur. Donc pour différentes longueurs, je peux représenter la période, et c'est ce que j'ai fait sur ce graphique ici.
j'ai ici la période en secondes et ici la longueur de ma ficelle. Cette fois, je l'ai mis en mètres et non pas en centimètres. Et vous voyez que pour une longue corde, ben, j'ai un point tout là-haut, la période est longue et grande. Et ensuite, quand je diminue ma corde, je vais vers une corde plus petite, 4, 3, 2, eh bien, ma période diminue ici. Voilà. La question, c'est quelle est la fonction qui passe par ici? Autrement dit, quelle est la fonction qui décrit la période en fonction de la longueur de la corde ici? Ce que je pourrais faire, c'est essayer de faire passer une droite ici. Une droite avec un coefficient AX plus B. Vous connaissez les droites en mathématiques, peut-être. Et si je fais ça, la meilleure droite que je peux faire passer par tous ces points, eh bien, c'est celle-ci-là. Et vous voyez que c'est pas extraordinaire. Ici, je suis un petit peu en dessous, ici en dessus. Pour ceux qui connaissent, j'ai mis les barres d'erreur ici en longueur parce que j'estime que j'ai une erreur de plus ou moins 0,2 cm, de 2 mm. Et ici, j'ai une incertitude, je devrais dire incertitude et pas erreur. J'ai une incertitude ici que j'ai calculée avec ma statistique sur mes périodes que j'ai mesurées. Et c'est ces barres que je mets ici. Donc vous voyez que la droite n'est pas du tout un bon fit, on appelle ça de ces données-là. Donc certainement que la dépendance entre la période et la longueur, ce n'est pas une dépendance linéaire qui peut être modélisée par une droite. C'est-à-dire que si je double la longueur de la ficelle, eh bien certainement que je ne vais pas doubler la période de mon système. Alors qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire passer comme autre fonction? Eh bien la fonction que je peux faire passer, que je devrais faire passer, en fait, c'est une fonction racine carrée. Et si je prends une fonction racine carrée, qui est celle-ci-là, vous voyez, ça c'est une racine carrée, eh bien la racine carrée, elle fit extrêmement bien les points. Donc cette expérience marche très bien. Maintenant, vous allez me dire, on peut encore aller un petit peu plus loin, quelle est la racine carrée que je fais passer ici? Parce que je peux faire passer une fois la racine carrée ou l'expression 2 racine carrée, 0,5 fois racine carrée. Si vous prenez par exemple 0,1 fois racine carrée, ça donnera une courbe assez plate ici, en forme de racine ici. Et si je prends par exemple 100 fois racine carrée, ça donnera quelque chose qui est très grand ici. Donc ça dépend le coefficient qui est devant la racine carrée. Et quand je fais le fit de ces données, celle-ci-là, eh bien l'ordinateur me dit quel est le coefficient qui est devant la racine. Je vais écrire ça peut-être que ce soit plus clair. J'ai ma fonction T ici, qui est la période, qui va avec un coefficient A fois la racine de la longueur. La racine de la longueur L, que j'ai écrit L minuscule ici, alors que j'ai un L majuscule ici, j'aurais dû mettre un L majuscule ici. Eh bien, je dois estimer ce coefficient A ici. Et puis, l'ordinateur me dit que le meilleur A, eh bien, c'est 1,99. Voilà, ça c'est la fonction la période égale 1,99 fois la racine de L, et c'est cette fonction que j'ai dessinée là. C'est bien une fonction qui donne la période T en fonction de L ici, et c'est une racine carrée de L avec un coefficient devant. Qu'est-ce que je peux faire avec ce 1,99? Eh bien, si je regarde dans les formulaires étables ou sur Wikipédia, quelle est la période d'un pendule? Eh bien, Wikipédia va me dire que la période d'un pendule, c'est 2π fois la racine de L sur G, où G, c'est l'accélération terrestre. Et l'accélération terrestre vaut 9,81 mètres par seconde au carré. Et donc, j'ai bien une racine, puisque ici, j'ai la fonction avec une racine de L ici. Et puis, ce coefficient A, si vous regardez, en fait, c'est mon 2π sur racine de G ici. Et donc, ça veut dire que je vais pouvoir estimer G, l'accélération terrestre, grâce à mes mesures. Si je compare donc mon A avec l'expression que je connais de Wikipédia, eh bien j'ai que 1,99, ça doit être égal à 2π sur la racine carrée de G. Et si j'isole G ici, eh bien j'obtiens G égale 2π sur 1,99 au carré. Donc ce 2, je pourrais presque le simplifier avec ce 1,99. Donc j'obtiens une estimation pour G de pi carré. Mais bon, c'est un peu un hasard. Enfin, c'est pas vraiment un hasard parce que c'est les mesures qui nous le disent, mais c'est un hasard que G valent à peu près pi carré. Ça dépend des unités en fait dans lesquelles on mesure G. Là, chez nous, c'est des mètres par seconde au carré, c'est les unités standard internationales. Si je calcule ça, eh bien j'obtiens quoi? 9,97. J'obtiens 9,97 mètres par seconde au carré, ce qui est une estimation assez bonne de
de l'accélération terrestre, qui est de 9,81, mais 9,81 c'est une moyenne. À Bienne où je suis, c'est certainement un poil plus grand, donc je ne sais pas exactement combien c'est, il faudrait que je voie des simulations. Mais c'est certainement une assez bonne approximation de G qui a une erreur de peut-être 5%, quelque chose comme ça. Là, on pourrait calculer d'ailleurs l'erreur. 1,6%. Donc on a estimé G, l'accélération terrestre, à 1,6% près, ce qui est quand même une très bonne estimation. Cette courbe en racine ici, elle est obtenue donc avec un coefficient A ici qui est de 1,99. Mais si je prenais le coefficient 2π sur racine de G, j'obtiendrais une autre racine ici. Mais est-ce qu'elle est très éloignée de celle-ci? Elle ne doit pas, vu que l'erreur que je commets est de seulement 1,6%. Il y a une des deux courbes racines qui est en violet, c'est celle qui fit mes données. Et l'autre qui est en verte, c'est celle que j'obtiens si je prends G égale 9,81. Et donc vous voyez qu'elles sont vraiment très très proches. Et elles sont proches parce que je commets une erreur qui est seulement de 1,6%. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, appris quelque chose. Et si vous avez des questions, ça c'est aussi intéressant, ou des remarques à faire sur mon expérience, qui n'était certes pas parfaite, eh bien c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Et puis si ça marche bien, si ça prend, eh bien je vais en faire d'autres.